Bonjour Jean-Louis Perriès. Bonjour. C'est un témoignage exceptionnel. On est 10 ans après les terribles attentats du Bataclan, des terrasses et du Stade de France. Vous êtes juge et vous avez présidé la cour d'assises spécialement constituée pour juger des terroristes qui ont mené ces attaques. C'était le 8 septembre 2021, le procès du siècle. Vous avez le sentiment que la justice est passée? Oui, parce qu'on a pris justement le temps. On a pris 10 mois pour rendre cette justice. On était là pour juger ces 20 accusés, dont 14 étaient présents. On a pris le temps d'écouter les parties civiles, les enquêteurs et les accusés, bien sûr, puisque c'était leur procès. Et à l'arrivée, donc, il n'y a pas eu d'appel à l'issue de cette décision. Donc, on est arrivé jusqu'au bout parce que le 8 septembre 2021, moi, je ne savais pas si ça pouvait, s'il n'y aurait pas d'incident majeur. Et donc, on était inquiet de la tenue de ce procès. Mais on est arrivé jusqu'au bout. C'était une longue traversée. Et encore une fois, à l'arrivée, pas d'appel. Donc, on est satisfait du travail accompli. 300 avocats, 1800 victimes, un procès hors norme. Oui. Alors, 350 avocats à l'arrivée, 2500 parties civiles à l'arrivée aussi. Oui, c'est vrai que c'était... on sortait un petit peu des normes habituelles. Mais ce que je tenais à faire, c'était à respecter quand même le code de procédure pénale et le code pénal pour rendre justice aux accusés et aux victimes. Dans quel état d'esprit étiez-vous? Une cour d'assises spécialement constituée, des millions d'euros investis pour permettre que ce procès puisse se dérouler pendant des mois. Dans quel état d'esprit étiez-vous devant cette responsabilité? Alors, c'est vertigineux au départ. C'est vrai que quand on m'a approché pour me proposer de présider ce procès, je me suis demandé si je serais à la hauteur déjà, puisqu'effectivement, il y avait 500 tomes quand même dans ce dossier. Ça avait touché la France entière, et puis je pense même au-delà des frontières, ça avait été quand même un choc pour tout le monde. Je me demandais donc si, encore une fois, si je serais à la hauteur et si j'allais pas finalement risquer de perdre un peu de neutralité, d'impartialité par rapport à cette horreur subie par les victimes, par nos concitoyens. Fort heureusement, j'ai eu le temps de le préparer pendant 18 mois quasiment, grâce, entre guillemets, un peu au Covid, puisque la construction de la salle était retardée. Et ça m'a permis, effectivement, d'avoir ces moments d'émotion, de colère et parfois même de révolte en consultant le dossier, en regardant les albums photos. Et donc, quand je rentre dans la salle d'audience, j'ai plus cette crainte-là. Je suis là en tant qu'un professionnel. Je suis avec le costume d'audience, la robe qu'on a sur soi. Et là, on part sur un procès, normalement, lambda, quoi. J'ai dit, il faut l'aborder effectivement comme un procès entre guillemets ordinaire, sauf qu'il y a beaucoup plus de monde. Oui, 300 tomes, le dossier. 500. Plus encore. 500 tomes. 500 tomes. C'est-à-dire que le dossier s'étoffe au fur et à mesure et vous êtes face aux accusés. Quel est votre sentiment lorsque Abdeslam Abrini entre et sont là devant vous? Déjà, je suis satisfait qu'ils soient là, parce que quand on commence cette audience, je ne savais pas du tout si tous les accusés seraient présents, s'ils allaient tous accepter de venir dans le box. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait un refus de comparaître, une espèce de provocation. Je ne savais pas s'ils allaient s'exprimer. Salah Abdeslam, ça faisait 6 ans, donc il n'avait plus rien dit au juge depuis qu'il avait été arrêté. Donc, satisfait de les voir, satisfait de voir qu'ils vont répondre aux questions, parce que je les avais vus de façon informelle quelques semaines auparavant, lors d'un interrogatoire de pure forme qui est prévu par le Code de procédure pénale, ne serait-ce que pour entériner le choix de leur avocat, ça c'est important. Bon, je savais qu'a priori ils allaient parler, mais est-ce qu'ils n'allaient pas profiter de cette audience pour en faire une tribune politique à la gloire de l'État islamique? Et ça, pour vous, c'était hors de question? Ah, c'était hors de question, bien sûr. C'était hors de question. Ils étaient là pour répondre de ce qu'on leur reprochait, de crimes qu'on leur reprochait, mais il était hors de question qu'on leur laisse effectivement faire cette provocation qui aurait pu effectivement entraîner de nombreux incidents dans la salle d'audience et même en dehors. Mais lorsque vous demandez à Salah Abdeslam de décliner son identité, comme c'est le cas pour chacun des prévenus, il vous répond une diatribe religieuse. Oui, bon, je lui ai dit, on verra ça plus tard, effectivement. Vous l'avez coupé à ce moment-là? Je l'ai coupé quand, effectivement, il a commencé par là, oui. Oui. Vous espériez qu'il puisse s'exprimer, mais au fond, ce que Abdeslam va vous dire, c'est qu'il ne s'est pas fait exploser par humanisme. Oui, alors c'est ce qu'il a dit.
Alors au départ, il est dans une posture très radicale, puisqu'il se présente comme un combattant de l'État islamique, hein, lorsque je lui demande sa profession d'ailleurs, puisqu'il me dit j'ai cessé toute activité depuis que je suis combattant de l'État islamique. Bon, ça jette un froid glacial dans la salle, sur les partis civils notamment. Et à la fin, finalement, il se présente, alors il est conseillé par des avocats, mais c'est tout à fait normal. Il va se présenter plutôt comme quelqu'un qui va venir un peu en remplacement, au tout dernier moment, presque pris en autostop par ce commando qui est parti depuis 2 jours de Belgique pour commettre des attentats meurtriers. Et donc il va dire, bon, j'ai renoncé. Alors la décision de la Cour, c'est pas ma décision, c'est la Cour d'assises en entier qui a décidé, effectivement, qui a rejeté cet argument. Nous avons estimé que, d'après les éléments du dossier, notamment les éléments techniques, cette ceinture n'avait pas fonctionné, qu'il avait en fait essayé de la faire fonctionner, mais que ça n'avait pas fonctionné parce qu'il y avait un défaut à l'intérieur. Oui. Voilà. Donc vous ne croyez pas à ces arguments? Nous n'avons pas accueilli cet argument, bien sûr. Oui, et il dit aux victimes qui sont là, au fond, il ne dit pas qu'il regrette, mais il dit que, bon, ils n'étaient pas visés directement, ce n'étaient pas les Français, les civils qui étaient visés. Alors, il a eu plusieurs discours là-dessus. Au début, il a dit c'est la France qu'on visait et pas les personnes individuellement, c'était toute la France. Après, lorsqu'il y a certaines victimes de religion musulmane qui sont venues à la barre pour lui dire que le Coran, c'était pas ça, que l'islam, c'était pas ça, qu'eux, ils le pratiquaient et que c'était une religion de paix, voilà. Là, à ce moment-là, il a dit, bon, c'est votre interprétation, mais en tout état de cause, on s'excuse, c'était un accident. Je dis c'était un accident, c'est pas... Alors là, je le dis entre guillemets, parce que ce sont vraiment ses paroles, et je l'ai repris là-dessus en disant que c'était un petit peu provocateur quand même, de dire c'est un accident si on dénombre des victimes musulmanes. Et là, il a dit, on visait surtout les mécréants. Donc du coup, c'est encore un autre discours. C'est plus la France, c'est finalement les mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas dans la religion musulmane. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de contradictions tout au long de son discours. Oui, 2 mots sur l'actualité, et on reviendra au procès. Pour toujours parler de Salah Abdeslam, il aurait demandé à rencontrer des victimes, là, depuis sa prison, pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la justice réparatrice. Ça a une chance d'une quelconque sincérité, cette démarche ? Je ne suis pas dans sa tête. Hein. Alors, la justice restauratrice, c'est quelque chose qui est bien dans l'air du temps actuellement. Moi, je suis un petit peu perplexe parce que ça met en péril. Je me mets du côté des parties civiles. Hein. Les parties civiles qui souhaitent rencontrer des détenus qui ont commis des faits similaires à ceux qu'elles ont subis, bon, elles vont s'exposer quand même à un risque de résurgence de ce choc post-traumatique. Et alors, encore plus s'il s'agit effectivement des personnes qui étaient accusées dans le cadre de ce procès. Je m'explique parce que Georges Saline, le père d'une des victimes d'une jeune fille décédée au Bataclan, donc avait entamé cette démarche, mais pour voir des détenus, disons, comparables. Il n'était pas question à ce moment-là d'aller voir les accusés de ce procès. Moi, je les incite à beaucoup de prudence, à beaucoup de réflexion, parce que ça peut, encore une fois, déclencher un choc post-traumatique. Enfin, je suis pas psychologue, bien sûr, mais en tant que professionnel, ça me laisse un petit peu perplexe. Oui, mais est-ce que c'est envisageable, dans le cadre de condamner, dans une cour d'assises spécialement constituée, une justice réparatrice qui, d'habitude, s'applique plutôt aux délits ou aux crimes de droit commun ? Ça existe aussi en matière de terrorisme, puisque, je vous dis, Georges Saline a fait cette démarche. Il y a eu également Aurélie, dont je cite le témoignage dans le livre, hein, Aurélie Sylvestre, qui a perdu son mari. Elle est allée voir des détenus pour terrorisme, mais pas cela. Donc, on a vu cette intervention lors d'une émission, et apparemment, ça lui a apporté beaucoup de choses positives. Ça a été aussi le cas de Gaëlle, une autre victime, une victime du Bataclan. Ce sont des démarches qui, apparemment, pour ces personnes-là,
apporter quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'on puisse généraliser, quoi. Oui, ça ne serait pas une tentative de renverser la preuve, de mettre victime et accusé sur le même plan? Non, je ne pense pas. On est un peu en dehors de ce cadre. Hein, et encore une fois, moi, ce qui m'importe, c'est de prévenir ces personnes-là du risque qu'elles peuvent prendre. Oui, Voilà. mais beaucoup ont été choqués d'apprendre que Salah Abdeslam, aujourd'hui condamné en prison, pouvait disposer d'un ordinateur portable. Alors, c'est pour ses études. Hein. C'était uniquement pour ses études. Il n'y avait pas du tout, bien évidemment, et ça existe pour tous les détenus, même ceux qui sont à l'isolement, ce qui est son cas. Donc, c'est pour... c'est dans le cadre de l'exécution d'une peine, surtout une peine de très longue durée, pour lui permettre de suivre des cours, de travailler. Mais c'est encore normal, une fois, ça, pour le détenu le plus surveillé de sans France. connexion Internet. Oui, puisque il vaut mieux quand même, dans le cadre de l'exécution de cette peine, qu'il s'occupe de façon intelligente et qu'il puisse améliorer ses acquis, pour plus tard envisager une mise en liberté, même si celle-ci risque d'être... On peut envisager une mise en liberté pour Salah Abdeslam? Alors, il a été condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité dite incompressible, c'est-à-dire que normalement pas susceptible d'aucun aménagement de peine, aucune libération anticipée, mais son cas doit être examiné quand même au bout d'une trentaine d'années, ou plus tard donc de l'exécution de cette peine. Alors on va à ce moment-là le soumettre à des mesures d'expertise psychologique, psychiatrique, sociale, voir ce qu'il a fait pendant ces années de détention. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il puisse travailler, qu'il puisse améliorer ses acquis. Oui, mais là, il a eu une compagne qu'il a rencontrée, une personne qui lui avait écrit en prison, que l'administration a permis qu'elle rencontre Salah Abdeslam dans sa cellule avec des rapports qu'on peut supposer intimes, et il se serait procuré une clé USB, et la personne en question ensuite aurait été mise en cause pour des projets d'attentat. Donc les Français étaient peut-être, comme l'a dit hier le ministre de la Justice, sidérés d'apprendre cela. Alors, il n'a pas du tout été mis en cause, d'ailleurs, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc l'a précisé officiellement. Il n'est pas en cause pour la préparation d'un quelconque attentat. Par contre, effectivement, il a pu rencontrer cette jeune femme, alors pas dans sa cellule, mais dans le cadre d'un parloir libre, c'est-à-dire surveillé par des agents de l'administration pénitentiaire, comme ça se fait pour tous les détenus. Bon, voilà, fort heureusement, on a pu constater, parce que ça veut bien dire qu'il y a une surveillance effective, puisque son ordinateur a été vérifié régulièrement, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il avait pu y introduire une clé dont il ne pouvait pas normalement avoir la disposition, et que dans cette clé, on a pu reconstituer qu'il y avait quand même des consultations de sites djihadistes. Bon, voilà. Mais ça prouve aussi que cette personne qui lui rendait visite n'avait pas fouillée entièrement en arrivant à la rencontre d'Abdeslam, et que lui-même s'étant procuré cette clé USB n'avait pas été fouillé au sortir de ce parloir. Alors là, je ne peux pas me prononcer. Je ne sais pas dans quelles circonstances ces fouilles ont pu avoir lieu. Normalement, effectivement, le détenu est fouillé à l'arrivée et à la sortie du parloir. Bon, pour les visiteurs, c'est un petit peu différent, mais je ne peux pas... C'est normal que le ministre de la Justice se dise sidéré, comme il l'a dit hier. Je lui laisse donc la responsabilité de ses propos. C'est vrai que ça peut être choquant de voir ça, mais en même temps, ça en dit long sur l'évolution de l'intéressé au cours de sa détention. On va en tenir compte, bien évidemment. Oui, évolution. Et en même temps, quand on revient au procès que vous racontez dans ce livre, on voit bien qu'à un moment donné, Salah Abdeslam refuse de parler. Oui. Il se mure dans le silence au moment où on évoque les attentats eux-mêmes. Tout à fait, son rôle surtout. Oui, bon, ça c'était une stratégie de défense. Encore une fois, à tout moment, il a le droit, et on lui répète, on l'indique dès le début du procès, chaque accusé a le droit de garder le silence, de ne pas répondre aux questions ou de faire de simples déclarations. Bon, il choisit ce moment-là, évidemment, où c'est là où on l'attend le plus, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites entre le 11 et le 13 novembre, c'est-à-dire du départ donc du commando de Belgique jusqu'au soir des attentats.
parce que là, il est au contact avec tous les terroristes qui ont été à l'œuvre ce triste soir du 13 novembre et qui ont donc été abattus entre le 13 et le 18 novembre. Bon, c'est sûr qu'on attendait beaucoup. C'est sûr qu'il avait une position très délicate à défendre. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il a préféré donc, garder le silence dans un premier temps, tout en sachant que plus tard, il allait s'exprimer, mais comme lui, il le voudrait. C'est-à-dire qu'il a choisi son moment. Et en même temps, il disait, bon, si ça, je veux bien parler, mais je vais le dire comme je le veux. Il ne faudra pas m'interrompre, il ne faudra pas Vous restez maître des débats. Oui. Toujours maître... Il veut être maître des débats, mais surtout, là, il veut ne pas avoir de questions trop gênantes. Alors, il en a eu quand même, hein, puisqu'on l'a laissé quand même s'exprimer lorsqu'il a évoqué le fait qu'il aurait renoncé par humanité donc, à se faire exploser dans ce bar dont il n'avait jamais parlé, quoi, hein. Jusque-là, bon, voilà. Bon, c'est une... vous savez, il y en a eu d'autres qui n'ont pas parlé non plus. Il y a 2 autres... accusé qui avait un rôle très important, Mohamed notamment le Abrini aussi, logisticien. notamment, vous attendiez beaucoup du témoignage d'Abrini. Oui, bah alors lui, il s'est exprimé. Alors, il nous a fait penser qu'on allait en savoir beaucoup plus. On a été un peu déçus, on est resté un peu sur notre faim, mais quand même, il s'est exprimé, il a parlé, il a quand même reconnu qu'il était prévu pour le 13 novembre. Bon, ça, le dossier le montrait, le démontrait. Et que, bon, il est allé un peu plus loin en disant qu'effectivement, on lui avait affecté un rôle qu'il avait finalement rejeté. Mais il y en avait d'autres qui pouvaient donner des explications. Je vous dis, le logisticien qui était en Belgique, qui était au contact de la cellule terroriste belge, celle qui est responsable des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, donc. Un maillon très important, donc, qui avait loué sous des fausses identités donc, des appartements conspiratifs, qui avait participé aux locations de voitures, qui avait participé au mouvement de tous les terroristes entre leur arrivée en Belgique et puis le départ pour la France. Donc c'était quelqu'un qui avait été en contact de tout le monde. Hein. Et lui, il a gardé le silence tout le long. Et là aussi, c'était un peu décevant. Bon, j'ai rappelé ce qu'il avait dit, parce qu'il avait été très disert quand même, il avait fourni beaucoup d'explications lors de l'instruction, heureusement. Et puis il y en avait un autre il y avait 2 autres plutôt, qui avaient fait un aller-retour à Schiphol le 13 novembre, qui ont gardé le silence aussi. Pourquoi ils sont allés là-bas ce jour-là? Ils ont fait un aller-retour. On a pensé qu'ils allaient commettre quelque chose, ils avaient pu vouloir commettre quelque chose à Schiphol, d'autant que cette destination, cet objectif avait été donc clairement désigné dans l'ordinateur, tout ce qui avait été préparé par la cellule belge et qu'on retrouve le 22 mars. Hein. Donc on a toutes les cibles, et notamment Schiphol. Donc il y en a 2 qui partent à Schiphol, ils repartent, et ils font l'aller-retour. Rien ne se passe. C'est une ombre dans le dossier. Oui, quoi. oui. Vous allez découvrir, et au tribunal en particulier, des images. Vous allez voir notamment à Baoud, à un moment donné, découvrir que ce terroriste était dans les rues de Paris, prenait le métro ce soir-là. Vous allez voir aussi l'horreur. Et vous dites dans ce livre, Jean-Louis Périès, que ces images vous hantent, vous ont hanté. Oui, parce que, et c'est ce que je disais au départ, il vaut mieux qu'on voit ces images dans l'intimité de notre cabinet, qu'on puisse effectivement se préparer à cette horreur. Ces images, ce sont les victimes sur les terrasses, au Stade de France, et bien sûr dans la salle et aux abords du Bataclan, ces regards sans vie, de jeunes, moins jeunes, des corps qui ont effectivement été, pour certains, vraiment très abîmés hein, par ces décharges de Kalachnikov. C'est très impressionnant. Et après, à côté de ça, on va voir effectivement des images de Abaoud, tout sourire, tout réjoui, alors qu'il traîne effectivement des cadavres derrière son pick-up quand il était donc en Syrie, lorsqu'il était allé s'entraîner à tuer et à massacrer. C'est quelqu'un qui était hyper violent, qui est une cruauté assez rare quand même, et qui éprouvait beaucoup de plaisir à commettre ces exactions. C'était le cas aussi des autres terroristes qui ont œuvré le 13 novembre au soir, hein, puisqu'ils sont partis là-bas pour s'entraîner à tuer.
Et il y a eu, à un moment donné, a circulé donc sur Internet une vidéo où on les voyait effectivement décapiter au couteau à main nue des otages, des prisonniers qui étaient en Syrie. C'est l'horreur absolue, quoi. Oui, le Bataclan était une cible. Alors, vous allez entendre le président François Hollande, qui était président au moment de ces faits, devant la cour. Vous racontez dans ce livre ce témoignage impressionnant. Vous dites, au fond, il témoigne de manière assez brève et ensuite il répond longuement aux questions. Il répond souvent, dites-vous d'ailleurs, aux questions par d'autres questions. Mais il est interrogé aussi sur sa responsabilité, sur le fait que le Bataclan avait été cité. On savait qu'il pouvait y avoir un attentat contre une salle de rock. Oui, mais alors ça, c'était un argument qui a été développé par certains avocats de partie civile, mais qu'on n'a pas vraiment suivi parce que, il y avait eu, plusieurs années auparavant, il avait été question du Bataclan, mais dans un tout autre cadre et qui n'avait vraiment rien à voir avec avec cette attaque du 13 novembre, parce que on comprend d'ailleurs en consultant les éléments contenus dans l'ordinateur de la cellule belge que le Bataclan, cette salle-là a été décidée un petit peu au dernier moment, enfin dans les derniers jours qui précèdent les attentats. Donc c'est un procès. Moi justement, je voulais pas que ce procès, c'était le procès des accusés. C'est un procès criminel. On est là pour examiner les charges. Je ne voulais pas qu'on en fasse un procès politique. Mais à un moment, Abdeslam se lève pendant l'intervention de François Hollande, dites-vous. Oui, il veut parler. Il voulait s'adresser à lui directement. Mais ça, je l'en ai empêché parce que ça faisait partie des incidents que je ne voulais surtout pas voir se produire parce qu'il était hors de question qu'un des accusés s'en prenne directement à un témoin qui était, en plus, en l'espèce, le président de la République à l'époque. Oui, le président témoigne, c'est un procès hors norme, et puis il y a les multiples témoignages. Et là, vous êtes très touché, vous en rapportez certains, notamment un témoignage intégral de ce que vient vous dire une femme qui perd son mari alors qu'elle est enceinte. Oui. Et vous êtes évidemment à l'écoute de ce... Vous allez même donner plus de semaines d'écoute des victimes et de leurs familles. Oui, il y a eu une évolution, c'est-à-dire que quand on prépare, quand un président d'assises prépare une audience, il a besoin de faire un planning. Sur 3-4 jours, c'est assez simple. On a 5-6 témoins, 1 ou 2 experts, 3 avocats. C'est assez facile de faire ce planning. Là, on avait quand même toutes ces parties civiles, toutes ces victimes. On avait déjà près d'une centaine de témoins dès le début qui étaient prévus, sur une longue période, des enquêteurs belges, des enquêteurs français de divers services. Donc voilà, il fallait faire un planning. Et donc j'avais interrogé les avocats lors des réunions officielles qu'on avait avec eux, les avocats de partie civile, pour savoir combien de personnes souhaitaient témoigner en tant que partie civile, en tant que victime. Direct ou indirect. Et au début, on avait entre 100 et 150 personnes. À l'arrivée, on en a 400. On en a 400 et c'est un phénomène qu'on a vécu qui est assez exceptionnel parce que je crois qu'il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas du tout envie de faire cette démarche, qui redoutaient d'aller jusqu'à la barre, de devoir raconter à nouveau ça devant des accusés. Et finalement, beaucoup de ces personnes qui avaient témoigné en ressortaient dans un premier temps assez rassérénées, on va dire. Et ça a donné du coup des idées aux autres. Alors après, on avait des témoignages, celui d'Aurélie Sylvestre, bien sûr, que je cite dans le livre, mais dans le livre, je parle aussi de témoignages. Elle raconte tout, c'est incroyable, parce qu'évidemment, oui. C'est une partie de... ce témoignage fait partie d'un premier livre qu'elle a publié. Mais je veux dire, il y avait aussi donc, tous les potages, c'est-à-dire les otages qui étaient dans ce fameux couloir du Bataclan. Il y avait aussi toutes ces personnes qui étaient sur les terrasses, qui ont survécu, qui ont perdu des amis. D'un couple qui se rencontre par Internet, qui avait son premier rendez-vous à une terrasse. Voilà, ça c'était très impressionnant. On voit cette jeune femme me dire à la barre qu'elle lui a
elle lui a tendu la main, elle a pris la main alors qu'il s'effondrait. C'était absolument épouvantable. C'était la première fois qu'ils se voyaient. Il y avait tous les proches aussi qui étaient sur place à la Belle Équipe. Donc, il y a eu 21 morts quand même. Et ça a duré. Les terroristes ont rechargé pour en tuer encore plus. C'est quelque chose de tout à fait épouvantable aussi. Donc, il y a eu ces témoignages-là je pense à Dania Bandeguer qui a perdu sa fille, Camille Gardès qui a perdu aussi... Des gens qui ont cherché parfois des jours entiers pour avoir des nouvelles, qui espéraient, et qui finalement, on leur présente un corps, c'est pas le bon, il y a des ratés, il y a la douleur. Il y a des ratés, mais c'est ce que recherchaient les terroristes. C'est un attentat qui est planifié plus d'1 an auparavant, depuis septembre 2014, on le saura après. Et le but, c'est de semer le chaos. Le chaos, ils vont le semer parce qu'ils vont s'attaquer à 3 sites différents, mais c'est le même attentat. Donc, Stade de France, les terrasses, plusieurs terrasses, et puis le Bataclan, d'une salle de spectacle. Ils veulent semer le chaos. C'est ce qui s'est passé dans un premier temps, tant au niveau des services de police qui étaient complètement dépassés, les services de santé aussi. Et de fait, il y a eu effectivement quelques erreurs d'identification à un moment donné, parce que, encore une fois, c'était la panique totale. Alors, il y a des papiers d'identité qui ont été mélangés. Mais des témoignages, par exemple, vous citez une victime qui a eu la jambe arrachée, qui est dans la rue, et un homme qui la prend et qui l'amène dans un taxi, qui ne saura pas ce qu'elle est devenue. Ouais. Donc, ce sont des histoires poignantes. On sait que les terroristes tiraient des fenêtres dans la rue, tiraient les passants. Oui, ça, c'est un journaliste, un de vos confrères, qui était, je crois, sur Europe 1 à l'époque, qui avait relaté ça en fin de journée. C'était assez tard le soir, je me rappelle, c'était le dernier. Et il avait donné ce témoignage avec beaucoup de dignité, beaucoup de neutralité, alors que ce qu'il décrivait, ce qu'il avait fait, c'était insensé, quoi. Mais il y en a eu d'autres comme ça, celui qui se retrouve sur la scène face à l'un des terroristes, et qui tient sa Kalachnikov comme dans un film de cow-boy, quoi, hein, et qui va juste le menacer. Et ce garçon, qui se prénomme Guillaume, est interpellé par les autres terroristes qui sont au balcon, et il dit « Non, mais je suis avec vous pour essayer de s'en tirer. » Mais il s'en tire, parce que du coup, oui, il est avec nous. Et c'est à ce moment-là que le terroriste qui est sur scène va être abattu par 2 policiers de la BAC qui sont entrés dans la salle. On est au tout début de l'attaque. Il va sauter dans la fosse. Il saute dans la fosse au moment où Ami Mourde, effectivement, est touché, et puis va faire exploser sa ceinture. Oui, ce sont des témoignages incroyables. Ouais. Que disent à ce moment-là les accusés? Comment réagissent les accusés dans le tribunal en entendant ces témoignages? Alors, moi, j'étais assez, justement, aux aguets par rapport à ça, parce que je redoutais des réactions, là aussi. C'est pour ça que c'était... moi, je devais tenir, effectivement, le regard du témoin qui était à la barre, bien sûr. En même temps, il fallait que je voie ce qui se passe dans le box. Il y en avait certains qui ont voulu se manifester après certains témoignages pour faire part de leur tristesse, du fait qu'ils étaient choqués. Il y en a certains qui, manifestement, semblaient quand même assez sincères de voir ce qui s'était passé. Alors, c'était peut-être des personnes qui étaient beaucoup moins impliquées dans la préparation, effectivement, des attentats, puisque ceux qui étaient dans le box, à part Salah Abdeslam et d'une moindre mesure Mohamed Amrini, et les autres étaient vraiment complices ou même pas forcément complices, mais en tout cas avaient adhéré à cette association de malfaiteurs terroristes, quoi. Oui. Donc il y en a certains qui ont quand même réagi de façon humaine, ça on l'a vu. Il n'y a pas eu de signe de satisfaction, hein, qui auraient été très mal placés d'ailleurs, mais ça je n'ai pas vu du tout. Ouais. Ce qui est fou, c'est que vous allez vous lier d'amitié avec des rescapés. Après. Des liens, voilà, David, bien après. D'autres. Et vous racontez dans ce livre comment ce procès, évidemment, a clôturé votre carrière, a changé votre vie aussi d'une certaine façon. Mais dans ce livre, vous racontez, dans Intime Conviction, au fond, même votre père
été juge dans l'affaire Dominici, une des plus grandes affaires judiciaires, des plus grands mystères judiciaires, dont dans le livre, vous dites votre conviction, qui était celle de votre père, que Dominici était bien coupable. Tout à fait, Gaston Dominici. Alors, c'est pas un mystère, justement. Oui. C'est plus un mystère pour nous. Enfin, bon, c'est ce que j'essaie de faire passer, justement, parce que on a tellement raconté de contre-vérités, de mauvaise foi en plus dans le cadre de cette affaire que j'ai voulu en faire une bonne partie dans ce livre sur cette affaire Dominici et montrer que Gaston Dominici était effectivement le seul coupable, que déjà effectivement c'était la ferme de la ferme de la Grande-Terre où il vivait que venait effectivement l'assassin de la famille Drummond et que Gaston Dominici avait prouvé lui-même par des aveux circonstanciés par des mises en cause réitérées de la part de ses fils, de Clovis et de Gustave, même si Gustave a fait des allers-retours en disant « Non, je reviens là-dessus, mais si, en fait, je n'ai pas osé accuser mon père devant lui, mais finalement, non, c'est pas le... Non, mais oui, d'accord, c'est lui. » Bon, enfin, c'était quand même rocambolesque, mais quand même, Gaston Dominici, d'une part, il a avoué à plusieurs reprises, et d'autre part, il a refait les gestes lors d'une reconstitution que papa a organisé tout de suite parce qu'il doutait un petit peu des capacités de ce vieil homme de 75 ans environ, 70, 75, à pouvoir faire ces gestes-là, à pouvoir surtout rattraper la petite Elisabeth qui était partie en courant dans l'autre sens, Oui. Dans le sens opposé de la ferme, prouvant par là même qu'elle elle avait reconnu son agresseur. Donc, et là, il a montré pendant la reconstitution qu'il pouvait courir assez vite pour d'ailleurs lâcher le policier qui jouait le rôle de la petite victime et puis se diriger vers un pont où il voulait se jeter dans le vide. Et c'est là que mon père lui-même l'a rattrapé. Bon, c'était des aveux circonstanciés. Mais affaire absolument hors norme, hein, que vous racontez bien dans ce livre. Alors après, vous allez vous-même, avec cette vocation de votre père, vous allez vous retrouver à Marseille, face à la French Connection. Il y a le spectre du juge Michel qui va être abattu par la pègre, et vous lancez là-dedans face aux voyous, quoi, en quelque sorte. C'est un début, quand même, hein. Oui, c'est ce que je voulais faire, parce que j'avais été né à Marseille, grandi à Marseille. Bon, les affaires, alors la French Connection, moi j'ai pas connu, puis c'était un petit peu avant, mais il y avait encore de la vraie du vrai banditisme, de la vraie pègre, comme vous dites. J'ai pu effectivement être confronté à des gens qui avaient franchi tous les échelons de la bureaucratie, en commençant par être proxénètes de leur petit ami. En reconnaissant parfois que on peut se tromper, vous dites d'ailleurs, il y a des erreurs. Mais vous dites, j'ai toujours jugé avec la main qui ne tremble pas. Oui, tout à fait. Non, les erreurs, c'est-à-dire que dans le livre, je dis plutôt que au départ, je crois qu'on est tous un peu comme ça quand on est jeune, on est un petit peu abrupt, quoi. Et puis après, on s'arrondit avec l'expérience, avec l'âge. Donc, effectivement, j'étais peut-être j'avais peut-être une vision beaucoup plus répressive que par la suite, parce que, encore une fois, on lisait dans le Provençal, à l'époque c'était le Provençal, le méridional, il y avait tous les braquages qui avaient lieu dans des banques sur le port de Marseille, il y avait des règlements de compte, la tuerie du bar du téléphone, c'est en 1978, il y a 11 morts quand même. Bon, on se croirait à Chicago, on est comparé à Chicago. Donc moi, à cette époque-là, je passe le concours de la magistrature en 78, j'ai envie de lutter contre ça. C'est une vocation, ça va dire un bien grand mot, oui. J'ai envie de faire ça. Oui, malgré les risques. Malgré les risques. C'est dangereux, on peut dire que c'est Oui, dangereux. mais bon, à part... On voit le juge Michel, évidemment. À part le regretté Pierre Michel, oui, qui était un type formidable, un type exceptionnel, un très très grand magistrat, qui nous a servi de modèle à tous. J'ai pu récupérer un dossier qu'il avait instruit et, dans le cadre d'un complément d'instruction. Et je me suis rendu compte, effectivement, la force qu'il avait et cette facilité à instruire des dossiers avec des plus grands voyous. Hein. Il y avait des chefs de bandes comme Gaëtan Zampa, Francis le Belge, qui a été assassiné à Paris, d'ailleurs, plusieurs années plus tard, Jackie Lemat. Donc on avait quand même une vraie... C'était une vraie mafia, plusieurs mafias. Oui, quoi. oui. Alors après, mais on a envie de lutter contre ça. Oui, mais après, vous allez vous attaquer aux affaires financières. Et alors là, l'affaire Tibéri, par exemple.
Oui. Vous allez faire condamner le maire de Paris, ce qui a été maire de Paris. Hein. Et là, au fond, on va vous le reprocher. On va même presque vous sanctionner. Oui, enfin, c'est ça qui est curieux, c'était pas sur le fond du dossier, parce que le fond du dossier, il était ouvert déjà depuis plusieurs années, depuis 1997, là on est en 2008, et le dossier est terminé depuis à peu près un an. Moi, j'avais pris l'engagement vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des partis au dossier de le terminer avant les élections municipales. Ces élections municipales, elles sont en 2008, donc. Et fin 2007, comme j'ai toujours pas le réquisitoire du procureur à l'époque, je me dis, moi, je vais le faire moi-même. Donc. Et ce qui m'a valu, non pas des sanctions, mais en tout cas un petit retard dans le prolongement de ma carrière, c'est que j'avais décidé, justement, de sortir ce dossier avant les élections, pas 3 jours avant, mais 1 mois, 2 mois avant, pour que les électeurs soient au courant de ce qui était Tibéri et ce qu'il avait pu, ce qu'on pouvait lui reprocher. Oui, mais il ne faut pas toujours bon ménage, justice et politique. On voit le président Sarkozy qui a fait 3 semaines de prison. Hein, Gérald Darmanin, il était obligé de dire que il a devoir respecter une distance avec son ami ancien président de la République. C'est un peu compliqué, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, mais on a fait beaucoup de progrès depuis plusieurs années grâce à des collègues qui ont, je pense à notre ami regretté Van Ruynbeck, et d'autres juges d'instruction qui ont eu le courage d'aller assez loin dans ces dossiers-là. Le problème, c'est pas tellement maintenant avec les politiques, parce qu'on arrive, il y en a beaucoup qui ont été condamnés, qui sont allés en prison. Je pense à l'ancien maire de Grenoble. Hein. Il y en a un autre qui a été ministre des Finances, ou de l'économie, et qui a été lourdement sanctionné. Donc c'est pas le souci maintenant, c'est plutôt la mauvaise utilisation qui en est faite par certains de ces politiques qui vont déclencher une vindicte contre les juges, qui ne font que leur travail. On déplace complètement le problème. C'est-à-dire, il y a un tribunal qui fait son métier, une personne qui est condamnée, elle a le droit de faire un recours, elle a le droit de ne pas être d'accord, de critiquer la décision, mais elle n'a pas le droit de jeter le discrédit sur une décision judiciaire. C'est ça qui est très grave, parce que, surtout, ces personnes savent comment ça fonctionne. Mais les gens de l'opinion publique ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Même si vous dites d'ailleurs qu'il y a des juges, et vous les avez vus dans votre formation, à l'École nationale de la magistrature, qui épousaient aussi une cause politique. Oui. Là, vous le dites. Oui, non, mais en même temps, ça, c'était des déclarations qu'ils pouvaient faire à l'École de la magistrature il y a une quarantaine d'années. Mais cela dit, une fois, on peut avoir effectivement ses convictions politiques, mais c'est un petit peu comme je le disais par rapport à la gestion de ses émotions avant le procès V13, ces convictions politiques, on les laisse à la porte de l'audience, c'est tout. Oui. Et on va effectivement s'efforcer de travailler avec la plus grande neutralité, parce que c'est un problème de conscience professionnelle, et pour nous c'est important. C'est un problème de serment, parce qu'on a prononcé un serment très important au début de carrière. Et puis de toute façon, je vais vous dire, ceux qui prennent ces décisions-là, et je pense effectivement pour l'ordonnance de renvoi de Jean Tibéri, on sait très bien que la décision, elle va être examinée au peigne fin, que tous les mots, toutes les virgules vont être examinés, et par les avocats, et par la cour, le tribunal qui va devoir statuer, et aussi par la cour d'appel de la décision de la juridiction qui va examiner le recours. Donc on a intérêt à appliquer la loi, sinon on va se faire taper sur les doigts. Mais il y en a qui passent de la justice à la politique. C'est le cas d'Éric Dupond-Moretti, qui d'avocat devient ministre. Ça passe pas. Vous avez des mots... Alors, il faut dire très franchement, vous dites Acquitator, son surnom, vous dites c'est du baratin, vous n'y croyez pas. Et au fond... Alors, je ne dis pas que je n'y crois pas, je trouvais que c'était déplacé parce que, effectivement, il a eu un certain nombre de succès dans des affaires, mais qui étaient en plus très
très, comment dire, plus facile pour avoir effectivement un acquittement. Mais il y a eu beaucoup de dossiers, comme tout avocat, où il n'a pas gagné, hein, où il a été, ses clients ont été condamnés. Non, ça ne me gêne pas qu'un avocat devienne ministre. On a eu un très bon, un des meilleurs, la personne de Robert Badinter, qui a pris la mesure, effectivement, de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait améliorer dans le système de procédure pénale, notamment, qui a renoncé à supprimer les juges d'instruction, parce qu'il s'est dit que c'était quelque chose d'important et d'intéressant, mais qui a encadré cette procédure. Je ne suis pas du tout hostile à ce genre de choses. Je trouve que c'est bien aussi que ce soit un professionnel qui soit garde des Sceaux. Mais là, celui-ci, le dernier en date, donc, vous pouvez en parler à beaucoup de collègues, il s'est montré fort désagréable dans les prétoires, parfois même agressif, et en pratiquant c'était même plus la défense de rupture, mais une défense d'incident qui était peu compatible avec une bonne gestion de l'audience. Donc c'est en ce sens que nous, quand on a appris qu'il était nommé ministre, on a été quand même très surpris, voire choqués, quoi. Et c'était pas que les syndicats, c'était la magistrature dans son immense majorité. Et vous le dites dans ce livre de manière très franche, Jean-Louis Périès. Pour conclure, votre vie a été la recherche de la justice. Beaucoup de Français doutent dans leur justice. Le message au terme de votre carrière, après ce procès V13, hein, ce procès du siècle, ce procès historique, vous dites, oui, la justice en France, il faut y croire. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait aussi ce livre, justement pour défendre la justice, pour défendre cette maison, parce qu'elle est servie par des gens qui sont vraiment de très grande qualité, qui sont désintéressés, contrairement à ce qu'on peut envisager, tant sur le plan politique que sur le plan, encore plus sur le plan financier, ça c'est évident, mais qui ont une véritable conviction, qui ont une véritable conscience professionnelle et qui ont surtout, ce qui est absolument nécessaire, le goût de l'humain. Pour faire ce travail, il faut avoir le goût de l'humain, savoir décider. J'ai beaucoup d'amis avocats qui me disent souvent comment tu fais pour... la décision, c'est quand même très difficile. Et moi, je leur réponds, j'ai dit, mais comment tu fais, toi, pour ne faire que défendre un tel ou un tel? Parce que la décision ne t'appartient pas. Moi, je n'aurais pas pu faire ça. Voilà, donc c'est... alors, c'est vrai qu'après le procès V13, on a senti que la société, l'opinion publique avait à nouveau confiance un petit peu dans sa justice. J'espère que ça sera encore longtemps le cas. Et ces témoignages continuent de vous hanter, de ce que vous avez entendu au tribunal? Oui, ça c'est certain. On ne peut pas tourner la page, comme disent souvent les intéressés. Cette espèce ils rejettent, je pense, à Arthur Desnouveau, qui justement rejette à bon escient, me semble-t-il, cette injonction de résilience. On ne peut pas décider du jour au lendemain, ça va, j'y pense plus, ce n'est pas possible. Alors, je le comprends tout à fait, je l'ai compris encore plus pendant le procès, et je me rends compte que, même pour nous, les collègues qui ont vécu ces grands procès, que ce soit Nice, V13 ou Charlie, ou ceux de janvier 2015, c'est aussi impossible de mettre ça de côté. On vit avec. Merci beaucoup, Jean-Louis Périès, donc, pour ce livre Intime Conviction, les mémoires d'un juge, le juge donc, qui a présidé ce procès pour l'histoire, ce procès V13, donc avec les terribles attentats de 2015 dans Paris. Écrit avec Marianne Hesnaut, une de vos consoeurs. Oui. Et avec qui on a fait un super travail et que je souhaitais effectivement que son nom soit cité parce que c'est une journaliste tout à fait remarquable et du coup une écrivaine aussi très remarquable. Merci Jean-Louis Périès pour ce témoignage, j'allais presque dire aussi pour l'histoire. Merci d'avoir été notre invité. Merci.